Bonjour Thierry, bonjour à tous. Voilà notre première émission. On se retrouve depuis le 27 septembre 2019. Nous nous étions laissés à Avignon sur un constat, c'est que jamais les divergences d'opinion sur la défense de la profession n'avaient été aussi grandes et génératrices de tensions. Et puis une promesse que tu nous faisais lors de ton discours de clôture. Tu t'engageais à réunir les conditions maximales de convergence et d'union, convaincu que sans un alignement suffisant, la profession ne serait plus jamais maîtresse de son destin. Les ARS s'en saisiraient. Quasiment 6 mois plus tard, Covid-19 entrait en scène et reposait cette question de l'union, de l'avenir et de la survie de la profession. Comment ta promesse a-t-elle vécu l'entrée de Covid dans nos vies, dans cette catastrophe sanitaire, sociale et économique? Alors peut-être, avant de parler de la période de Covid, revenons quelques instants après les universités. J'avais pris l'engagement d'écrire aux fédérations de façon à essayer de travailler ensemble. La Chambre syndicale des services d'ambulance, par son président Dominique Huneau, a répondu favorablement. Et dès le mois d'octobre, nous avons commencé à travailler ensemble sur le plan de sauvegarde qui a permis de sauver énormément d'entreprises. Mais ce n'était qu'une préparation par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. Et là, il y a une deuxième étape qui vient de se réaliser. C'est le regard que porte sur nous l'administration, l'assurance maladie. Ce nouveau regard, peut-être que vous ne le ressentez pas en tant qu'entrepreneur. Mais nous, en tant que négociateurs, nous le ressentons bien au quotidien. On ressent un respect nouveau se créer entre nous. Et ce n'est pas du fait des fédérations, c'est du fait de l'alignement de toutes les entreprises de transport sanitaire dans ce combat que nous avons mené sur le Covid-19. Alors je dis que nous avons mené, que nous sommes en train de mener. Et ce regard change totalement la vision et l'approche que nous aurons demain du transport sanitaire. Pour preuve, c'est la première fois, c'est bien la première fois qu'un président de la République cite à plusieurs reprises notre profession. Oui, c'est une première et une première remarquable. Que se passe-t-il au 16 mars lorsque le confinement est prononcé? Quelle est la conséquence immédiate pour les transporteurs sanitaires? Un tsunami avec une force incroyable. Du jour au lendemain, nous perdions 60% de l'activité. Le jour où le confinement a été donné, l'activité du transport sanitaire s'est mise en berne. Il nous restait essentiellement les transports pour des gens qui allaient en chimiothérapie ou en radiothérapie ou hémodialyse, et encore que ces transports ont été éloignés, et aussi les transports liés au Covid-19. Et là, je tiens à attirer, et c'est le regard aussi qui nous remonte du terrain, des patrons de SAMU, sur le courage des entreprises de transport sanitaire, mais aussi le courage des ambulanciers qui, au quotidien, ont mené ce combat. 60% de baisse d'activité, quel impact sur le chiffre d'affaires? 50% du chiffre d'affaires en moins du jour au lendemain. On dit bien 50%. Donc, quand vous en saisissez les fédérations et que vous remontez au plan national, vous remontez avec des entreprises qui ont perdu 50% de leur chiffre d'affaires. Qu'a prévu le gouvernement à ce moment-là? Rien. Nous étions à cette époque-là uniquement dans le système général, à savoir des décalages de charges sociales et des plans de financement garantis par l'État. Mais au vu de la situation des entreprises, le PGA n'était pas accordé à toutes les entreprises de transport sanitaire. Donc, suite à votre intervention, que va vous proposer l'État et la CNAM? Alors, lorsqu'on s'est mis à travailler avec Dominique Huneau, le président de la Chambre syndicale, notre premier travail était de faire reconnaître la difficulté sur laquelle nous allions nous rencontrer. Le décalage le décalage des charges sociales ne suffisait pas. Et là, au bout d'une dizaine de jours, nous avons pu rentrer dans un plan, le plan de l'assurance maladie sur les professions libérales. Mais
les professions libérales n'ont rien à voir en matière de comptabilité avec les vôtres. Donc, comment vous avez résolu ça? Tu as tout à fait raison. Et le premier temps, c'est l'assurance maladie, pour nous, c'était plus facile, puisque c'était quand même notre interlocuteur premier, les rouages financiers se passent bien avec eux. Par contre, la difficulté que nous avions à faire, c'est que pour les libéraux, c'est assez facile, c'est leur BIC qui est important. Et alors que nous, on n'est pas du tout dans ce cas-là. Donc, le premier travail que nous avons dû faire, c'est de collationner entre l'étude KPMG qui pèse sur l'observateur sur 500 entreprises, adjoint à celui-là de Zerfi, 350, plus la base de données Diane qui est les remontées des tribunaux de commerce qui nous permettait d'avoir un véritable éventail du métier de transporteur sanitaire. Et de là, nous avons dû construire, en discussion avec l'assurance maladie, une entreprise type, de façon à pouvoir mettre en place un fonctionnement. Notamment, l'idée était de pouvoir prendre en charge les charges fixes de l'entreprise. Donc, il a fallu qu'on définisse quelle était une entreprise standard, chose que nous avons fait grâce à ces trois éléments qui étaient à notre disposition. Donc, une entreprise standard, ça couvre quoi? 96-97% de toute votre population? Oui, on va dire entre 90% de la profession, 93 est un bon maillage, sachant que le différentiel, l'agilité des entreprises, notamment des très petites entreprises, permet d'arriver à retrouver des points d'écart parce que d'autres aides étaient aussi prévues à ce niveau-là. Donc, l'acteur public démontre sa volonté de permettre aux entreprises de survivre dans cette situation de coma économique. Il va donc faire une dotation qui a une assiette. Qu'y a-t-il dans cette assiette à considérer sur le chiffre d'affaires 2019? Alors, l'assiette sur laquelle on s'est mis d'accord, c'est la base de remboursement de l'assurance maladie 2019, sur lequel est exclu les transports liés à l'article 80, car ils sont à la charge des hôpitaux, et aussi des transports faits en taxi. Pour de la simplification, nous avons souhaité neutraliser cette fois, et pas supprimer, mais bien neutraliser les indemnités de garde qu'on nous donne de 2019, ainsi que l'accord des 30% que nous avons récupéré dès le mois de décembre, pour 2019 et pour 2020. Donc, pour résumer, on est sur une base de remboursement assurance maladie à l'exclusion de l'article 80 des transports liés en taxi et la neutralité des transports liés, pas des transports, des indemnités de garde que nous recevons, les fameux 346 €. Et depuis janvier, on a changé la règle de l'abattement puisqu'on est passé de 60 à 30 et ces 30% sont aussi neutralisés. Donc là, on a l'assiette et l'entreprise applique quel taux pour calculer ses charges fixes? Alors, l'entreprise type que nous avons fixée par rapport à ces trois données que nous avions, que je rappelle, KPMG, Zerfi et Diane pour les tribunaux de commerce, nous sommes mis d'accord sur une entreprise type qui aurait 86% de charges fixes dans son compte d'exploitation. Donc, l'assurance maladie prendra, si on est sur une base de 100 pour 2019, 86, donc 86 € de base de remboursement. D'accord. Et sur ces 86 €, on va comparer sur la même période le chiffre d'affaires qui est fait aujourd'hui. Tout à fait. Et ce chiffre, admettons qu'il soit de 50, je vais lui réappliquer encore 86%. Oui. D'accord. Donc, si j'avais 100 en 2019 multiplié par 86, ça fait une base de 86. Et en 2020, si j'ai 50 multiplié par 86, ça va faire 43. Donc, théoriquement, la CNAM devrait me verser 43. Est-ce que c'est ça? Pas tout à fait, puisque si la base est de 43, nous devons réduire les autres aides que nous avons obtenues, notamment le chômage partiel. Mais non pas dans sa globalité, simplement au prorata de la base de remboursement de l'assurance maladie. C'est-à-dire que je prends uniquement le chiffre d'affaires que j'ai réalisé.
Si le chiffre d'affaires réalisé sur l'assurance maladie est de 70% de l'ensemble de l'activité, on ne prendra que 70% du chômage partiel. Très bien. Avec ce type de dotation, les entreprises ne vont pas mourir tout de suite parce qu'il y aura cette aide. Mais pendant combien de temps cette aide venue de la CNAM va perdurer? Alors, deux trucs. Quand même, Bruno, tu dis ne vont pas mourir. Non, l'engagement que nous avons pris, c'est de mener ce combat pour sauver, et notre seul objectif est de sauver nos entreprises et les 56 000 emplois qui sont derrière. Et toute notre énergie et notre agilité va dans ce sens-là. Et effectivement, le plan de soutien de l'assurance maladie, si on connaît sa date de début, qui est le 16 mars, date du confinement, nous ne connaissons pas la fin. Si on regarde ce qu'on a souhaité mettre en place, ce soutien s'arrêtera de lui-même, parce que plus notre chiffre d'affaires monte, plus l'aide diminue. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'entreprise aura retrouvé toute son activité, la profession, pas que l'entreprise, l'aide s'arrêtera. D'accord. Et le temps de déconfiner, le temps de reconstruire la confiance pour que les gens aillent reconsulter à l'hôpital, se redéplacent et qu'on retrouve un niveau quasi identique à 2019, tu le situes quoi, à juin, juillet, août 2021? Non, je pense octobre-novembre 2020. D'accord. Mais là aussi, il faudra que la profession se réinvente. Si on veut être aussi ce maillon de la reprise de la vie normale. Le transport sanitaire tel que nous le connaissions avant le Covid-19 ne sera pas le même après. Donc, je suppose qu'il y a un certain nombre de dossiers qui sont déjà en discussion sur la table, en parallèle du calcul de ces dotations. Quels sont-ils? Alors, aujourd'hui, et comme tu l'as dit à juste titre, on a deux dossiers sur la table, qui sont deux dossiers économiques. Le premier sur la rémunération de la garde départementale et sa refonte. Et là, l'implication des entreprises et de ses salariés dans le Covid-19 va nous aider, parce que ça permet d'avoir un regard différent sur la profession. Et on revient sur une table de discussion beaucoup plus équilibrée. Et je pense que le travail qu'on va faire dès la fin mai va commencer à se mettre en place. On a décidé d'y aller. Le deuxième sujet est le modèle de la tarification qui était aussi engagé pour 2021. Et il est vrai que le Covid-19, tel qu'on l'a connu, nous a tous neutralisés. Et nous avons souhaité mettre toute notre énergie sur le plan de soutien et d'un commun accord d'attaquer le plan de la garde départementale et du nouveau modèle de tarification de suite après. Donc, ces dossiers sont sur la table. Vous allez vous retrouver avec l'acteur public, avec les institutions. Tu nous as également dit que leur regard avait changé. Quels sont les signes probants que tu as à partager avec nous tous sur le changement de posture des institutionnels? Dans les discussions qui sont enclenchées, on a vraiment une discussion de partenaires. Nous avons mis sur la table, d'un côté comme de l'autre, nos besoins, notre transparence pour trouver le moyen d'y arriver. Et on s'aperçoit que grâce à cela, et aussi la confiance qui s'était préparée quand même depuis quelques années, nous permet d'aborder les discussions de façon complètement différente. D'un côté, on voit une assurance maladie qui est très à l'écoute, mais qui aussi met ses difficultés sur la table, que précédemment on ne les exprimait pas. On les a tous levés, et puis ensemble, on trouve les solutions pour passer les étapes que nous devons passer, sachant que pour l'assurance maladie, mais comme pour le ministère de la Santé, l'objectif numéro 1 est de venir soutenir notre profession.
si je comprends bien, le courage dont les salariés ont fait preuve, la responsabilité dont les entrepreneurs ont fait preuve, l'alignement dont vous avez fait preuve dans la corporation, dans le métier, ont changé le regard des institutionnels. À quel moment, à ton avis, faudra-t-il faire retour aux salariés de ce courage? Alors effectivement, sans le courage de nos salariés, ces aliments n'auraient pas été possibles. Ce combat n'aurait pas pu être mené. Aujourd'hui, notre seul objectif est de dire comment je sauve ces 56 000 emplois. C'est notre objectif numéro un. Par contre, au niveau du courage qui a été impliqué par l'ensemble de nos salariés, avec des implications différentes selon l'état de crise que nous vivions, il faudra s'en souvenir. Et j'espère que dès la fin de l'année, lorsqu'on y verra beaucoup plus clair, pensez aussi à nos salariés d'avoir un encouragement. Et je crois à des encouragements individuels par rapport à ce que je viens de t'exprimer sur la perte, le courage, parce que tout le monde a eu du courage pour y aller, mais on l'a plus ou moins mis en force par rapport aux demandes que nous avions. Alors, on est rentré in petto immédiatement dans l'échange sans trop expliquer pourquoi ce format, ce qui permet à tous les auditeurs de sentir le grain de notre échange et la qualité des informations qui sont véhiculées. Quelle est ton intention en bâtissant ce format et quelle va être sa fréquence? Alors, avant de parler de la fréquence de ce qu'on a voulu faire, Bruno, et tu fais bien de le dire parce que j'ai omis dans le plan de soutien que les montants qui ont été apportés seront sur un plafond d'un acompte de 80% du montant demandé. La régularisation se fera à la fin de la période du plan de soutien. Voilà ce que je souhaitais dire parce que je l'ai oublié, je tenais à m'en excuser à l'intérieur. Pour revenir à ta question, ce qu'on a souhaité au sein du bureau de la fédération, c'est de gommer le manque d'assemblée générale que nous n'avons pas pu tenir. Habituellement, au mois de juin, nous avons notre grande assemblée générale qui se tient dans la région de Saint-Étienne, puisque c'est toujours eux qui l'organisent. Et c'est un moment où notre bureau rend donc compte de tout ce que nous avons fait. Le confinement nous empêchant de faire cela, en appliquant de nouvelles techniques, nous avons souhaité rentrer directement dans la discussion entre ce qui se fait au plan national et directement dans chaque entreprise. Voilà ce que nous avons fait, voilà pourquoi nous avons créé ce format-là en comparaison de nos assemblées qui ne se tenaient pas. Il était normal que notre fédération rende compte à tous ses adhérents le travail que nous réalisons ensemble. Donc, le mot que j'entends et l'ambition que j'entends, c'est rendre compte de ce qui se passe au plan national de façon univoque, la plus transparente et la plus claire possible. C'est ça l'ambition. Comment tu sauras que ça a marché? Par le retour que feront, puisque nous sommes en direct, on voit les commentaires se faire, puis on voit le nombre de personnes qui participent au live. Plus ce live sera partagé, plus ça sera réussi. Et puis on verra la fréquentation au fur et à mesure, puis si elle monte au quotidien, ça veut dire que le format que nous avons choisi est le bon format. Quel est le chiffre que tu as en tête du nombre de partages qui te fera dire bon, le format a bien fonctionné? De dire un chiffre, ça ne veut rien dire. Ce que je regarde surtout, c'est le retour des questions qui me sont posées dans ce live. C'est de voir l'intérêt de l'ensemble des entrepreneurs qui, par leurs questions, répondent. Et puis, on verra comment eux-mêmes vont partager. Mais si je parle de 300, 500, 800, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Ce qui est important, c'est comment ce mouvement vit. Et pour le faire vivre encore différemment, je souhaite inviter dans les prochains lives d'autres présidents de fédération,
mais d'autres personnes aussi extérieures à la profession qui pourront nous apporter cet éclairage qui nous manque par moment au sein des entreprises. Parfois des entrepreneurs remarquables qui ont un témoignage à faire symbolique, symptomatique Bien aussi. sûr, bien sûr. Tous les retours d'expérience seront les bienvenus. Alors, si je comprends bien, il y a ce format-là, tel qu'on le vit à l'instant. Il va y avoir la possibilité pour tous les auditeurs de réagir pas dans le live ou après le live. Donc, j'entends que tu liras et que tu répondras autant qu'il est possible à ces questions-là. Y aura-t-il d'autres informations entre deux émissions et combien de temps entre deux émissions? Alors, il y aura bien sûr, on n'arrête pas pour autant nos flash infos, les communications qui se font en numérisé, et on a souhaité, au sein du bureau de la fédération, de faire un rendez-vous, 3 fois tous les 2 mois. Par contre, l'actualité du mois de mai qui va être forte, peut-être qu'on se reverra avant cette période-là. Mais et c'est ça aussi l'avantage du live et de Facebook, c'est que ça nous permet de leur répondre assez rapidement sur les demandes. Il y a une logistique qui est beaucoup moins forte que lorsqu'on organise une assemblée générale. Donc, on peut qu'inviter les auditeurs à continuer à poser les questions qu'on voit apparaître tout de suite, puis ensuite, après la fin de ce live, de continuer à faire remonter par tous les moyens qu'ils possèdent les questions qui nous permettront de préparer les prochaines émissions. Quel est le rendez-vous? Quelle est la date de rendez-vous de la prochaine émission? Alors, la prochaine émission est bloquée pour le 20 mai à 17h. Donc, si tu avais un dernier mot pour conclure, avant qu'on se retrouve le 20 mai. Bruno, c'est pas un mot de la fin, mais c'est 3. Le premier, c'est de sauver ces 56 000 emplois de ces hommes courageux qui sont au combat au quotidien. Le second, c'est ces 5 000 entrepreneurs sur lesquels nous devons les accompagner pour la crise d'aujourd'hui, mais pour préparer les transports de l'activité de demain. Et enfin, de consolider le travail que nous avons commencé avec Dominique Huneau sur ce travail ensemble. Il faut qu'on y travaille encore beaucoup plus fort que ce que nous avons fait jusqu'à présent. Et tout le monde est le bienvenu. Et tu sais, je compterai, et tu le sais mieux que moi, que pour aller vite, que lorsqu'on est seul, on va beaucoup plus vite, mais pour aller loin, il faut être ensemble. C'est le vœu pieux que je veux apporter.